Le Petit Prince, par Antoine de Saint-Exupéry. Quand j'avais 6 ans, un jour, j'ai vu une magnifique image dans un livre appelé Histoire vécue de la jungle. Elle montrait un serpent boa qui avalait un animal sauvage. Le livre disait Les serpents boa avalent leur paix li ou proam kompoae opo en entier sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et dorment pendant les 6 mois que dure leur digestion. À ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi aux aventures dans la jungle sauvage et j'ai réussi à dessiner mon premier dessin avec un crayon de couleur. C'était mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé s'ils avaient peur de mon dessin. Ils m'ont répondu « Pourquoi aurions-nous peur d'un chapeau ?» Or, mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa digérant un éléphant. J'ai donc dessiné l'intérieur du boa pour que les grandes personnes puissent comprendre. Les grandes personnes ont toujours besoin d'explications. J'ai appelé ce dessin mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux mathématiques et à la grammaire. C'est ainsi que, à l'âge de 6 ans, j'ai dû abandonner le métier de peintre, qui m'offrait un avenir magnifique. L'échec de mes dessins. Numéro 1 et numéro 2 m'avaient découragé. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et je suis devenu pilote d'avion. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie m'a été très utile. Je savais distinguer d'un seul coup d'œil la Chine de l'Arizona. Si on se perd la nuit, c'est très utile. J'ai ainsi rencontré, au cours de ma vie, beaucoup de personnes sérieuses. J'ai vécu longtemps avec les grandes personnes. Je les ai connues de très près, mais cela n'a pas beaucoup changé mon opinion sur elles. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je la testais toujours avec mon dessin numéro 1, que j'avais toujours sur moi. Je voulais savoir si cette grande personne était vraiment capable de comprendre. Mais elle me répondait toujours « C'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni de boa, ni de jungle sauvage, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de pont, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était très contente d'avoir rencontré un homme aussi raisonnable. C'est ainsi que j'ai vécu tout seul, sans personne à qui parler vraiment. Jusqu'à ce qu'il y a 6 ans, mon avion tombe en panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans le moteur. Comme je n'avais ni mécanicien ni passager avec moi, je me préparais à entreprendre, seul, une réparation très difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. La première nuit, je me suis endormi sur le sable, à des centaines et des centaines de kilomètres de toute habitation humaine. J'étais plus seul qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Imaginez donc ma surprise quand, au lever du jour, une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». J'ai bondi sur mes pieds comme frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me regardait gravement. Voici le meilleur portrait que plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Bien sûr, mon dessin est beaucoup moins charmant que le modèle, mais ce n'est pas ma faute. Les grandes personnes m'avaient découragé de la peinture à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, à part les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais cette apparition avec des yeux ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à des centaines et des centaines de kilomètres de toute habitation.
Or, mon petit bonhomme ne semblait ni égaré, ni fatigué, ni affamé, ni effrayé. Il ne ressemblait en rien à un enfant perdu dans le désert. Quand je suis parvenu à parler, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il m'a répété, tout doucement, comme une chose très grave « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Quand un mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me paraissait, à des centaines de kilomètres de toute habitation et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylo plume. Mais je me suis souvenu que j'avais étudié seulement la géographie, l'histoire, les mathématiques et la grammaire. J'ai donc dit au petit bonhomme, avec un peu de tristesse, que je ne savais pas dessiner. Il m'a répondu « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné de mouton, j'ai fait l'un des 2 seuls dessins que je savais faire, celui du boa fermé. J'ai été stupéfait d'entendre le petit bonhomme me dire « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » J'ai donc dessiné. Il a regardé attentivement, puis il a dit « Non, celui-ci est déjà très malade. Fais-en un autre. » J'ai dessiné encore. Mon ami a souri avec indulgence. « Tu vois bien que ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » J'ai recommencé, mais il n'a pas aimé ce dessin non plus. Ce mouton est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Impatient, car je devais m'occuper du moteur, j'ai griffonné ce dessin-ci. J'ai lâché en disant « C'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » J'ai été très surpris de voir le visage de mon jeune critique s'illuminer. « C'est exactement comme ça que je le voulais. Est-ce que ce mouton a besoin de beaucoup d'herbe? Pourquoi tu demandes ça? Parce que chez moi c'est tout petit. Il y en a assez pour toi, j'en suis sûr. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il a penché sa tête vers le dessin. « Il n'est pas si petit que ça. Regarde, il s'est endormi. » C'est ainsi que j'ai fait la connaissance du petit prince. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince me posait des questions sans arrêt, et il ne semblait pas entendre mes propres questions. Ce sont des mots lâchés au hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Par exemple, quand il a vu mon avion pour la première fois, je ne le dessinerai pas, c'est trop compliqué pour moi, il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, mon avion. J'étais fier de lui apprendre que je volais. Il s'est écrié « Comment, tu es tombé du ciel ?»« Oui, » ai-je dit modestement. « Ah, c'est drôle !» Et le petit prince a éclaté d'un rire très frais, ce qui m'a un peu vexé, car je veux que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il a ajouté « Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu » J'ai soudain aperçu une lueur dans le mystère de sa présence. J'ai demandé brusquement « Tu viens d'une autre planète ?» Mais il ne m'a pas répondu. Il a hoché la tête doucement en regardant l'avion. « C'est vrai qu'avec ça, tu ne peux pas venir de très loin. » Puis il a sorti de sa poche le dessin de mouton et il s'est plongé dans la contemplation de son trésor. Imaginez à quel point j'ai été intrigué par cette allusion aux autres planètes. J'ai essayé d'en savoir plus. D'où viens-tu, petit bonhomme? Où est ton chez-toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il m'a répondu, après un silence pensif. Le bien que tu m'as fait, c'est de m'avoir donné une caisse. La nuit, elle lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es sage, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher le jour. Et un piquet. Cette proposition a paru choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée!
Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mon petit ami a encore éclaté de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, tout droit devant lui. Alors le petit prince a dit gravement, « Ça ne fait rien. Chez moi, c'est si petit. » Et avec un peu de mélancolie, il a ajouté, « Tout droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » J'avais ainsi appris une chose très importante. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Cela ne m'a pas tellement étonné. Je savais que, en dehors des grandes planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, il y en a des centaines d'autres, si petites qu'on a du mal à les voir au télescope. Quand un astronome en découvre une, il ne lui donne pas de nom, mais un numéro. Par exemple, il l'appelle l'astéroïde B612. J'ai de bonnes raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une seule fois, en 1909, par un astronome turc. Il avait présenté sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Cet astronome a présenté sa découverte une deuxième fois, en 1920, dans une tenue très élégante. Cette fois, tout le monde l'a cru. Je vous raconte tous ces détails sur l'astéroïde B612 et je vous en donne le numéro à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous demandent jamais l'essentiel. Elles ne demandent jamais. Comment est sa voix? Quels sont ses jeux préférés? Collectionne-t-il les papillons? Elles demandent quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement, elles pensent le enfant sur le connaître. Si vous leur dites « J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à se la représenter. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors, elles s'écrient « Oh, qu'elle est belle !» De même, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était adorable, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. S'il veut un mouton, c'est qu'il existe. » Elles hausseront les épaules et vous traiteront de gamin. Mais si vous leur dites « La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 », alors elles seront convaincues et ne vous embêteront pas avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais, nous qui comprenons la vie, les chiffres, ça ne nous est pas très utile. J'aurais préféré commencer cette histoire à la manière des contes de fées. J'aurais voulu dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, cela serait beaucoup plus vrai. Je ne veux pas que mon livre soit lu à la légère. J'ai beaucoup de peine à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans que mon ami est parti avec son mouton. Si j'essaye de le décrire ici, c'est pour ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu d'amis. Et si je l'oublie, je deviendrai comme les grandes personnes, qui ne s'intéressent qu'aux chiffres. C'est pour ça que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre à dessiner, à mon âge, surtout quand on n'a jamais fait que des dessins de bois fermés et de bois ouverts, à l'âge de 6 ans. Bien sûr, je vais essayer de faire les portraits les plus ressemblants possibles. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Un dessin ressemble, un autre non. Je me trompe un peu sur la taille. Sur l'un, le petit prince est trop grand. Sur l'autre, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de ses vêtements. Alors je me force à faire de mon mieux. Mais il est possible que je me trompe sur d'autres détails plus importants. Vous me pardonnerez.
Mon ami ne me donnait jamais aucune explication. Il me pensait peut-être comme lui. Mais, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. J'apprenais, chaque jour, quelque chose sur sa planète, sur son départ, sur son voyage. C'était au fil de ces réflexions qu'il révélait ces choses. Le troisième jour, c'est par le mouton que j'ai appris le drame des baobabs. Le petit prince m'a demandé, avec un doute soudain, « C'est vrai que les moutons mangent les petits arbustes ?»« Oh, oui, c'est vrai. »« Ah, je suis bien content. Je n'ai pas compris pourquoi les moutons qui mangent les petits arbustes étaient si importants. » Mais le petit prince a ajouté, « Alors ils mangeraient aussi les baobabs. » J'ai expliqué au petit prince que les baobabs ne sont pas de petits arbustes, mais des arbres aussi grands que des églises, et que même s'il emmenait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne parviendrait pas à manger un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants a fait rire le petit prince. Il faudrait les empiler les uns sur les autres. Puis, il a dit sagement, « Avant d'être grands, les baobabs ont d'abord été petits. » C'est vrai. Mais pourquoi veux-tu que ton mouton mange les petites baobabs ? Il m'a répondu, comme si c'était évident. Bah, il faut bien qu'il les mange. J'ai dû faire un grand effort d'intelligence pour comprendre ce problème. Il y a des bonnes herbes et de mauvaises herbes sur toutes les planètes, et donc sur la planète du Petit Prince. Il y a de bonnes graines et de mauvaises graines. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre, jusqu'à ce que l'une d'elles ait l'envie de se réveiller. Alors, elles poussent, timidement d'abord, une petite pousse inoffensive qui s'étire vers le soleil. Si c'est une pousse de radis ou de rose, on peut la laisser grandir à sa guise. Mais, si c'est une mauvaise plante, il faut l'arracher immédiatement, dès qu'on l'a reconnue. Il y avait sur la planète du Petit Prince de terribles graines, les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or un baobab, si on s'y prend trop tard, on ne peut plus s'en débarrasser. Il envahit toute la planète. Il la perce de ses racines. Et si la planète est trop petite et les baobabs trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, m'a dit le petit prince plus tard. Quand on a fini sa toilette du matin, il faut faire la toilette de la planète, avec beaucoup de soin. Il faut arracher les baobabs régulièrement. Dès qu'on les distingue des rosiers, avec lesquels ils se ressemblent beaucoup quand ils sont jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il m'a conseillé de faire un beau dessin pour que les enfants de ma planète comprennent bien. Il a dit, ça leur servira s'ils font un jour un voyage. Parfois, on peut remettre son travail à plus tard, sans danger. Mais, s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. Je connais une planète où il y a un paresseux. Il a laissé 3 petits baobabs. J'ai donc dessiné cette planète, d'après les indications du Petit Prince. Je n'aime pas trop faire la morale. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques pour celui qui se perd sur une planète sont si grands que pour une fois, je fais une exception. Je dis, enfants, faites attention aux baobabs. Mes amis, qui, comme moi, ne connaissent pas ce danger, j'ai pris beaucoup de soin pour faire ce dessin. C'est le plus beau de tous. Ma leçon en valait la peine. Vous me demandez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres dessins aussi grands que celui des baobabs dans ce livre? La réponse est simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Quand j'ai dessiné les baobabs, la situation était très sérieuse et il fallait que je fasse de mon mieux. Ah, petit prince, c'est ainsi que j'ai compris, peu à peu, ta petite vie mélancolique. Pendant longtemps, ton seul plaisir a été la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail le 4e jour, au matin.
Tu m'as dit, j'aime les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Et s'il faut attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très étonné d'abord, et puis tu t'es moqué de toi-même. Je me crois toujours chez moi. C'est vrai que quand il est 7 h en Amérique, le soleil se couche en France. Si l'on pouvait aller en France, en 1 minute, on verrait le coucher de le soleil. Malheureusement, la France est très loin. Mais sur ta toute petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu voyais le crépuscule chaque fois que tu le voulais. Tu as dit, un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Puis tu as ajouté, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour où tu as vu le soleil se coucher 44 fois, tu étais donc très triste? Mais le petit prince n'a pas répondu. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, j'ai découvert ce mystère de la vie du petit prince. Brusquement, sans aucune préparation, il m'a demandé, comme un problème qu'il avait réfléchi longtemps en silence. Si un mouton mange les petits arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, à quoi servent les épines? Je n'ai pas su quoi répondre. J'étais occupé à essayer de dévisser un boulon. J'étais très préoccupé par la panne de mon avion. Je me suis dit, si ce boulon résiste, je le ferai sauter avec le marteau. Le petit prince a insisté. Les épines, à quoi servent-elles? Je ne disais rien. Il a dit, tu ne réponds jamais. J'ai été un peu irrité. Je lui ai dit au hasard, les épines ne servent à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il a ajouté avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se protègent comme elles peuvent. Elles se croissent en ouate terrible avec leurs épines. Je n'ai rien répondu. À cet instant, je me disais, si je continue, je vais casser ce boulon en 1000 morceaux. Le petit prince m'a interrompu. Tu penses vraiment que les fleurs... Mais non, je ne pense rien du tout. J'ai dit n'importe quoi. Je suis occupé par des choses sérieuses. Il m'a regardé, effaré. Des choses sérieuses? Il me regardait avec mon marteau à la main, mes doigts noirs de graisse, penchés sur un objet qu'il trouvait laid. Tu parles comme les grandes personnes. Cela m'a un peu fait honte, mais il a ajouté, impitoyable, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très en colère. Ses cheveux d'or tremblaient dans le vent. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait que d'additionner des chiffres. Et toute la journée, il répète, comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un champignon? Le petit prince était livide de colère. Depuis des millions d'années, les fleurs fabriquent des épines. Depuis des millions d'années, les moutons mangent quand même les fleurs. N'est-ce pas important de chercher à comprendre pourquoi les fleurs se donnent tant de mal à fabriquer des épines qui ne leur servent à rien? La guerre des moutons et des fleurs, ce n'est pas important. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs que sur ma planète, et qu'un petit mouton peut la détruire d'un coup sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça. Son visage, s'est devenu cramoisi. Il a ajouté, « Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe que sur une étoile, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il la regarde. Il se dit, « Ma fleur est là, quelque part. » Mais
Si le mouton la mange, c'est pour lui comme si toutes les étoiles s'éteignaient et s'éteignaient en même temps. Et ça, ce n'est pas important. Il n'a pas pu en dire plus. Il a éclaté en sanglots. La nuit était tombée. J'avais laissé tomber mes outils. Je me moquais de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai bercé. Je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je dessinerai une muselière à ton mouton. Je dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais très maladroit. Comment le rejoindre? Comment l'atteindre? Ce pays des larmes est tellement mystérieux. J'ai très vite appris à mieux connaître cette fleur. Sur la planète du Petit Prince, il y avait toujours eu des fleurs très simples, qui avaient juste quelques rangées de pétales, qui ne prenaient pas de place et qui n'embêtaient personne. Elles apparaissaient le matin dans l'herbe et s'éteignaient le soir. Mais celle-ci avait germé un jour d'une graine venue d'on ne sait où. Le Petit Prince avait surveillé de très près cette petite pousse qui ne ressemblait pas aux autres. C'était peut-être un nouveau genre de baobab. Mais la pousse a très vite cessé de grandir et une grande fleur est apparue. Le Petit Prince, qui voyait gonfler le gros bouton, sentait qu'il allait en sortir une apparition miraculeuse. Mais la fleur ne finissait pas ses préparatifs de beauté à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait ses couleurs, avec soin. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait ses pétales un à un. Elle ne voulait pas sortir toute chiffonnée comme les coquelicots. Elle voulait apparaître dans tout son éclat. Oui, elle était très coquette. Son mystérieux habillement a duré des jours et des jours. Et puis, un matin, au lever du soleil, elle s'est épanouie. Et, après tout ce travail, elle a bâillé et a dit « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis toute décoiffée. » Le Petit Prince ne pouvait pas cacher son admiration. « Comme vous êtes belle, n'est-ce pas ?» a répondu la fleur doucement. « Je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince a compris que la fleur n'était pas très humble, mais elle était si émouvante. « Je crois que c'est l'heure du petit déjeuner, » a-t-elle ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le Petit Prince, tout confus, est allé chercher un arrosoir à eau fraîche et l'a servi. Très vite, la fleur a commencé à le tourmenter par son orgueil. Un jour, en parlant de ses 4 épines, elle a dit au Petit Prince « Ils peuvent bête venir les tigres avec leurs griffes. » « Et il n'y a pas de tigres sur ma planète, » a objecté le Petit Prince. « Et les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas de l'herbe, » a répondu la fleur doucement. « Pardonnez-moi, je n'ai pas peur des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent. Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, a pensé le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous un globe. Il fait très froid chez vous. Ce n'est pas bien installé, là où je viens. Mais elle s'est interrompue. Elle était devenue en graine. Elle ne pouvait pas connaître les autres planètes. Elle s'est sentie humiliée de s'être fait surprendre en train de mentir. Pour faire honte au Petit Prince, elle a toussé 2 ou 3 fois. Le paravent. J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle a toussé plus fort pour qu'il ait encore plus de remords. Malgré la bonne volonté de son amour, le Petit Prince a vite commencé à se méfier d'elle. Il avait pris au sérieux des paroles sans importance, et il était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter », m'a-t-il dit un jour.
Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je n'ai pas su m'en réjouir. L'histoire des griffes, qui m'avait tellement vexé, j'aurais dû la prendre en riant. Il a ajouté « Je ne comprenais rien. Je ne devais pas la juger sur ses mots, mais sur ses actes. Elle embaumait et illuminait ma vie. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il a profité de la migration des oiseaux sauvages pour son évasion. Le matin de son départ, il a mis de l'ordre sur sa planète. Il a ramené ses volcans en activité. Il en avait 2, c'était très pratique pour faire chauffer son petit déjeuner. Il avait aussi un volcan éteint, mais, comme il disait, on ne sait jamais. Il a aussi ramené le volcan éteint. Quand ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement, sans éruption. Les éruptions volcaniques, c'est comme le feu dans la cheminée. Bien sûr, sur notre Terre, nous sommes trop petits pour ramener nos volcans. C'est pour ça qu'ils nous causent tant d'ennuis. Le petit prince a arraché aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières tasses pousses de baobab. Il pensait ne plus jamais revenir. Toutes ces tâches familières lui semblaient, ce matin-là, très douces. Et quand il a arrosé la fleur une dernière fois, et qu'il s'est préparé à la mettre sous son globe, il a eu envie de pleurer. « Adieu », a-t-il dit à la fleur. Elle n'a pas répondu. « Adieu », a-t-il répété. La fleur a toussé, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été bête », a-t-elle dit. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il a été surpris de ne pas la voir se fâcher. Il est resté là, le globe à la main. Il ne comprenait pas cette douceur. « Bien sûr que je t'aime », a dit la fleur. « C'est de ma faute si tu ne l'as pas su. Ça n'a pas d'importance. Mais toi, tu as été aussi bête que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe. Je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumé que ça. La fraîcheur de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Et les animaux. Si je veux connaître les papillons, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles. Il paraît qu'ils sont très beaux. Sinon, qui viendra me rendre visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je n'ai pas peur. J'ai mes griffes. » Et elle a montré ses 4 épines, naïvement. Puis elle a ajouté « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir. Alors va-t'en. » Bon, elle ne voulait pas qu'il la voie se pleurer. C'était une fleur très orgueilleuse. Le petit prince s'est retrouvé dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il a commencé par les visiter pour chercher un travail et s'instruire. Le premier astéroïde était habité par un roi. Le roi, vêtu de pourpre et d'hermine, siégeait sur un trône très simple mais majestueux. « Ah, un sujet !» a-t-il crié en apercevant le petit prince. Le petit prince s'est demandé « Comment a-t-il pu me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simple. Tous les hommes sont des sujets. « Approche pour que je te voie mieux », a dit le roi, fier d'être enfin le roi de quelqu'un. Le petit prince a cherché des yeux où s'asseoir, mais toute la planète était couverte par le magnifique manteau d'hermine. Il est resté debout, et, comme il était fatigué, il a bâillé. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un monarque, a dit le roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, a dit le petit prince, tout confus. J'ai fait un long voyage, et je n'ai pas dormi. Alors, a dit le roi, je t'ordonne de bâiller.
Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Pour moi, les bâillements sont une curiosité. Allons, bâille encore. C'est un ordre. Je suis intimidé. Je ne peux plus, a dit le petit prince en rougissant. Alors, a dit le roi, je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... Il bredouillait et avait l'air vexé, car il tenait beaucoup à ce que son autorité soit respectée. C'était été un monarque absolu. Mais comme il était bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonne à un général, disait-il, de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéit pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait la mienne. Puis-je m'asseoir ? A demandé le petit prince, timide. Je t'ordonne de t'asseoir, lui a dit le roi, avec un grand geste de majesté. Le petit prince était stupéfait, la planète était minuscule. Sur quoi le roi régnait-il ? Sire, lui a-t-il dit, excusez-moi de vous poser une question. Je t'ordonne de me poser une question. C'est dépêché de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous ? Sur tout, a répondu le roi avec une grande simplicité. Sur tout. Le roi a fait un geste magnifique qui montrait sa planète, les autres planètes et toutes les étoiles. Sur tout ça, a dit le petit prince. Sur tout ça, a répondu le roi, car c'était un monarque absolu, mais aussi universel. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr, a dit le roi. Elles obéissent tout de suite. Je ne supporte pas l'indiscipline. Un tel pouvoir a émerveillé le petit prince. S'il l'avait eu, il aurait pu voir, non pas 44, mais 60, 12, 100, 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir à bouger sa chaise. Comme il se souvenait de sa petite planète, il a osé faire une requête au roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonne à un général de voler d'une fleur à l'autre comme un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécute pas l'ordre reçu, de qui est-ce la faute, de lui ou de moi ? Ce serait la vôtre, a dit le petit prince sans hésiter. Exact. Il faut exiger de chacun ce qu'il peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, pour mon coucher de soleil, a demandé le petit prince, qui ne renonçait jamais à une question. Tu auras ton coucher de soleil. Je le ferai, mais j'attendrai les conditions favorables. Quand est-ce que ce sera ? A demandé le petit prince. Le roi a répondu en consultant un grand calendrier. Ce sera ce soir vers 19h40. Tu verras que je suis bien obéi. Le petit prince a bâillé. Il était un peu triste de n'avoir pas vu son coucher de soleil. Il s'ennuyait un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, a-t-il dit au roi. Je vais repartir. Ne pars pas, a dit le roi, fier d'avoir un sujet de plus. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi ? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait jamais, a dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse, et la marche me fatigue. Mais moi, j'ai tout vu, a dit le petit prince en se penchant pour regarder de l'autre côté de la planète. Il n'y a personne. Alors tu te jugeras toi-même, a répondu le roi. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il est beaucoup plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres. Si tu réussis à bien te juger,
c'est que tu es un vrai sage. Je peux me juger moi-même où que je sois, a dit le petit prince. Je n'ai pas besoin de rester ici. A dit le roi. Je crois qu'il y a un vieux rat qui vit quelque part dans ma planète. Je l'entends la nuit. Tu pourrais le juger. De temps en temps, tu le condamneras à mort. Sa vie dépendra de ta justice. Mais tu devras le gracier à chaque fois pour pouvoir le juger à nouveau. Il n'y en a qu'un. Moi, a dit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois que je m'en vais. Non, a dit le roi. Le petit prince, ayant fait ses préparatifs de départ, ne voulait pas peiner le vieux monarque. Si votre majesté veut être obéie ponctuellement, elle peut me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner de m'en aller dans 1 minute. Les conditions sont favorables, je crois. Le roi assis y restait sans réponse. Le petit prince a hésité un instant, puis il est parti. « Je te fais ambassadeur », a crié le roi à la hâte. Il avait l'air très autoritaire. « Les grandes personnes sont bien étranges », s'est dit le petit prince pendant son voyage. La 2e planète était habitée par un vaniteux. « Ah, un admirateur me rend visite », a crié le vaniteux en apercevant le petit prince de loin. Car pour les vaniteux, tous les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour », a dit le petit prince. « Quel drôle de chapeau vous avez là ?»« C'est pour saluer », a répondu le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, personne ne passe par ici. »« Ah oui ?» a dit le petit prince, qui n'avait rien compris. Le vaniteux a conseillé au petit prince de taper dans ses mains. Le petit prince a tapé dans ses mains. Le vaniteux a salué en soulevant son chapeau avec modestie. « C'est plus amusant que la visite au roi », s'est dit le petit prince, et il a tapé à nouveau dans ses mains. Le vaniteux a salué à nouveau en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince s'est lassé de la monotonie du jeu. « Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le chapeau tombe ?» a-t-il demandé. Le vaniteux ne l'a pas entendu. Les vaniteux n'entendent que les louanges. « Tu m'admires beaucoup, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé au petit prince. « Qu'est-ce que ça veut dire, admirer ?» Admirer, ça veut dire reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es tout seul sur ta planète. Fais-moi plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, a dit le petit prince en haussant légèrement les épaules. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Et le petit prince est parti. Les grandes personnes sont vraiment bizarres, s'est-il dit en continuant son voyage. La planète suivante était habitée par un ivrogne. Cette visite a été très courte, mais elle a plongé le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» a-t-il demandé à l'ivrogne, qu'il a trouvé assis en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois », a répondu l'ivrogne d'un air sombre. « Pourquoi bois-tu » a demandé le petit prince. « Pour oublier », a répondu l'ivrogne. « Oublier quoi » a demandé le petit prince, qui avait déjà pitié de lui. « Oublier que j'ai honte », a avoué l'ivrogne en baissant la tête. « Honte de quoi » a demandé le petit prince, qui voulait l'aider. « Honte de boire », a conclu l'ivrogne, qui s'est muré dans le silence. Et le petit prince est parti, perplexe. Les grandes personnes sont vraiment très bizarres, s'est-il dit en cours de route. La 4e planète était celle de l'homme d'affaires. Cet homme était si occupé qu'il n'a même pas levé la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour », a dit le petit prince. « Votre cigarette est éteinte. 2 et 3 font 5. 5 et 7 font 12. 12 et 3 font 15. Bonjour. 15 et 7 font 22. 22 et 6 font 28.
Je n'ai pas le temps de la rallumer. 26 et 5 font 31. Ça fait donc 500, 1 million, 622 731, 500 millions de quoi? A demandé le petit prince. Tu es encore là? 500, 1 million, je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis un homme sérieux. Je n'ai pas de temps pour les futilités. 2 et 5 font 7. 500, 1 million de quoi? A répété le petit prince, qui ne lâchait jamais une question. L'homme d'affaires a levé la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, il y a 22 ans, par un insecte dont on ne sait d'où il venait. Ça a fait un bruit terrible, et j'ai fait une faute de calcul. La deuxième fois, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je n'ai pas assez d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis un homme sérieux. La troisième fois, c'est toi. Je disais donc 500, 1 million de quoi? De ces petites choses que l'on voit parfois dans le ciel. Des mouches? Non, de ces petites choses qui brillent. Des abeilles? Non, des petites choses en or qui font rêver les fainéants. Mais je suis un homme sérieux. Je n'ai pas le temps de rêver. Les étoiles? Oui, les étoiles. 500, 1 million d'étoiles. Et qu'en fais-tu de ces 501 millions d'étoiles? Je les possède. Tu les possèdes? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent. C'est très différent. À quoi ça te sert de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. À quoi ça te sert d'être riche? À acheter d'autres étoiles, s'il s'en trouve. Cet homme-là, s'est dit le petit prince, raisonne un peu comme mon ivrogne. Puis il a insisté, comment peux-tu posséder des étoiles? À qui appartiennent-elles? A répondu l'homme d'affaires avec rancune. Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, parce que j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île à personne, elle est à toi. Quand tu es le premier à avoir une idée, tu la déposes, et elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, parce que personne avant moi n'a pensé à les posséder. C'est vrai, a dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, a dit l'homme d'affaires. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait. Moi, si j'ai un foulard de soie, je peux le mettre autour de mon cou et l'emporter avec moi. Si j'ai une fleur, je peux l'accueillir et l'emporter. Mais tu ne peux pas emporter les étoiles. Non, mais je peux les mettre à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un papier le nombre de mes étoiles, et je range ce papier dans un tiroir que je ferme à clef. C'est tout. C'est suffisant. C'est ça, c'est amusant, a pensé le petit prince. C'est poétique, mais ce n'est pas sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes de celles des grandes personnes. Moi, a-t-il dit, j'ai une fleur que j'arrose tous les jours. J'ai 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile pour mes volcans et c'est utile pour ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es d'aucune utilité aux étoiles. L'homme d'affaires a ouvert la bouche, mais il n'a rien trouvé à dire. Et le petit prince est parti. Les grandes personnes sont décidément des gens extraordinaires, s'est dit le petit prince pendant son voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait tout juste la place pour un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à comprendre à quoi pouvait doit servir, quelque part, dans le ciel, sur une planète sans maison et sans population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Il s'est dit pourtant,
Cet homme est peut-être absurde, mais il est moins absurde que le roi, le vaniteux, l'homme d'affaires et l'ivrogne. Au moins, son travail a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il l'éteint, c'est comme s'il endormait la fleur ou l'étoile. C'est un métier très joli. C'est vraiment utile, puisque c'est joli. Quand il a abordé la planète, il a salué l'allumeur avec respect. « Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » a répondu l'allumeur. « Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il a rallumé. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » a répondu l'allumeur. « Je ne comprends pas, » a dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » a dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il a éteint, puis il a essuyé son front avec un mouchoir à carreaux rouges. Mon métier est terrible. Il était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et après, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, a dit l'allumeur. C'est là le drame. La planète a tourné de plus en plus vite d'année en année, et la consigne n'a pas changé. Alors, a dit le petit prince. Alors, maintenant, elle fait un tour par minute, et je n'ai pas une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. C'est drôle. Les jours chez toi durent une minute? Ça n'a rien de drôle, a dit l'allumeur. Ça fait 1 mois que nous parlons. 1 mois? Oui. 30 minutes. 30 jours. Bonsoir. Et il a rallumé son réverbère. Le petit prince l'a regardé et a aimé cette allumeur si fidèle à la consigne. Il s'est souvenu des couchers de soleil qu'il allait chercher autrefois en tirant sa chaise. Il a voulu aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours me reposer, a dit l'allumeur. On peut être fidèle et paresseux, après tout. Le petit prince a expliqué. Ta planète est si petite que tu en fais le tour en 3 pas. Tu n'as qu'à marcher doucement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu le voudras. Ça ne me sert à rien, a dit l'allumeur. Ce que je préfère, c'est dormir. C'est la malchance, a dit le petit prince. C'est la malchance, a dit l'allumeur. Bonjour. Et il a éteint son réverbère. Le petit prince est reparti. Il s'est dit, cet homme serait méprisé par les autres, par le roi, le vaniteux, l'ivrogne, l'homme d'affaires. Pourtant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de lui-même. Il a poussé un soupir de regret et s'est dit, c'est le seul dont j'aurais pu faire un ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Il y avait quelque chose que le petit prince n'osait pas s'avouer. C'était le fait qu'il regrettait cette planète bénie à cause des 1440 couchers de soleil en 24 heures. La 6e planète était 10 fois plus grande. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Ah, un explorateur !» a-t-il crié en apercevant le petit prince. Le petit prince s'est assis sur la table et a soufflé un peu. Il avait déjà beaucoup voyagé. « D'où viens-tu » a demandé le vieux monsieur. « Qu'est-ce que c'est que ce gros livre » a demandé le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » a dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce que c'est qu'un géographe ?» C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. « C'est très intéressant » a dit le petit prince. « Ça, c'est un vrai métier. » Et il a jeté un coup d'œil sur la planète du géographe.
Il n'avait jamais vu une planète aussi majestueuse. « Elle est bien jolie, votre planète. Y a-t-il des océans ?»« Je ne peux pas le savoir, a dit le géographe. Le petit prince a été déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne peux pas le savoir, a dit le géographe. Et des villes, des fleuves et des déserts. Je ne peux pas le savoir non plus, a dit le géographe. Mais vous êtes géographe. C'est vrai, a dit le géographe. Mais je ne suis pas un explorateur. Et je n'ai pas d'explorateur. Ce n'est pas le géographe Cochet qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'eux lui paraissent intéressants, le géographe fait une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ? Parce qu'un explorateur qui mentirait, ça causerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et un explorateur qui boit trop, ça aussi. Pourquoi ? A demandé le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors, au lieu d'une montagne, le géographe en écrirait 2. Je connais quelqu'un qui serait un mauvais explorateur, a dit le petit prince. C'est possible, a dit le géographe. Donc, quand la moralité de l'explorateur est Sonaonen, on fait une enquête sur sa découverte. On y va voir. Non, c'est trop compliqué. On exige des preuves de l'explorateur. Si, par exemple, il a découvert une grande montagne, on lui demande d'en rapporter de grosses pierres. Le géographe s'est passionné. « Mais toi, tu viens de loin. Tu es un explorateur. Raconte-moi ta planète. » Le géographe, ayant ouvert son registre, a taillé son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend que l'explorateur ait fourni des preuves avant de les noter à l'encre. « Eh bien, a dit le géographe, plein d'espoir. « Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant, a dit le petit prince. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 en activité et 1 éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, a répété le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, a dit le géographe. Pourquoi ? C'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire, éphémère ? Les livres de géographie, a dit le géographe, sont les plus sérieux de tous les livres. Une montagne ne bouge presque jamais. Un océan non plus. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, a interrompu le petit prince. Qu'est-ce que ça veut dire, éphémère ? Que le volcan soit éteint ou en activité, ça revient au même pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, qui, elle, ne change pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, éphémère ? A répété le petit prince, qui ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. Ça veut dire qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr. Ma fleur est éphémère, s'est-il dit, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. C'était son premier regret, mais il a repris courage. Qu'est-ce que vous me conseillez d'explorer ? A-t-il demandé. La planète Terre, a répondu le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'est parti, en pensant à sa fleur. La 7e planète a donc été la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 hommes d'affaires, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ
2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée de la taille de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, il fallait avoir, sur les 6 continents, une armée de 472 511 allumeurs de réverbères. Quand on les regardait de loin, c'était un spectacle magnifique. Leurs mouvements étaient réglés comme un ballet. C'étaient d'abord les allumeurs de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Une fois qu'ils avaient allumé leurs réverbères, ils allaient se coucher. Puis c'était le tour de ceux de Chine et de Sibérie, qui disparaissaient dans la coulisse à leur tour. Puis c'était le tour de ceux de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, et enfin de ceux d'Amérique du Nord. Jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'apparition. C'était splendide. Seul l'allumeur du pôle Nord et son confrère du pôle Sud menaient une vie oisive et paresseuse. Ils travaillaient 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive qu'on mente un peu. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous en vous parlant des allumeurs de réverbères. J'ai donné une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et serrés, comme dans un rassemblement, ils pourraient tenir sur une place de 20 000 de long et 20 000 de large. On pourrait les caser sur la plus petite île du Pacifique. Bien sûr, les grandes personnes ne vous croiront pas. Elles se croient très importantes. Elles s'imaginent prendre beaucoup de place. Vous leur conseillerez de faire le calcul. Elles adoreront ça. Ça leur fera plaisir. Mais ne perdez pas votre temps à ce travail. C'est inutile. Ayez confiance. Le petit prince a atterri sur la terre, et il a été bien étonné de ne voir personne. Il a bien cru qu'il s'était trompé de planète. C'est alors qu'il a vu un anneau de couleur or bouger sur le sable. « Bonsoir », a dit le petit prince poliment. « Bonsoir », a dit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» a demandé le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique », a répondu le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, » a dit le serpent. Le petit prince s'est assis sur une pierre et a levé les yeux vers le ciel. « Je me demande, » a-t-il dit, « si les étoiles s'illuminent pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais elle est si loin. Elle est belle, a dit le serpent. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai eu des difficultés avec une fleur, a dit le petit prince. Ah, a fait le serpent. Et ils se sont tus. Où sont les hommes ? A repris le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, a dit le serpent. Le petit prince l'a regardé longtemps. Tu es une drôle de bête, a-t-il dit enfin. Tu es mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, a dit le serpent. Le petit prince a souri. Tu n'es pas très puissant, tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire, a dit le serpent. Il s'est enroulé autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre d'où il est venu, a-t-il dit. Mais tu es pur, et tu viens d'une étoile. Le petit prince n'a rien répondu. J'ai pitié de toi, si faible sur cette terre de granit, a dit le serpent. Je pourrais t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Je pourrais...
J'ai très bien compris, a dit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours en énigmes? Je les résous toutes, a dit le serpent. Et ils se sont tus. Le petit prince a traversé le désert et n'a rencontré qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, a dit le petit prince. Bonjour, a dit la fleur. Où sont les hommes? A demandé poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes? A-t-elle répété. Il en existe 6 ou 7, je crois. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où ils sont. Le vent les promène. Ils n'ont pas de racines, et ça les ennuie beaucoup. Au revoir, a dit le petit prince. Au revoir, a dit la fleur. Le petit prince a grimpé sur une haute montagne. Les seules montagnes qu'il connaissait étaient en fait les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Il utilisait le volcan éteint comme tabouret. Il pensait, du haut d'une montagne si haute, je pourrais voir toute la planète et tous les hommes d'un seul coup d'œil. Mais il n'a vu que des pics de roche. Bonjour, a-t-il dit, comme ça. Bonjour, 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 a répondu l'écho. Qui êtes-vous? A demandé le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? A répondu l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, a dit le petit prince. Seul, 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 a répondu l'écho. Quelle drôle de planète, a-t-il pensé. Elle est toute sèche, toute pointue, toute dure et toute salée, et les hommes n'ont pas d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur qui parlait toujours la première. Après avoir marché longtemps à travers les sables, les roches et les neiges, le petit prince a enfin découvert un chemin. Et tous les chemins mènent aux hommes. Bonjour, a-t-il dit. Il se trouvait devant un jardin plein de roses. Bonjour, ont dit les roses. Le petit prince les a regardées. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? A-t-il demandé, stupéfait. Nous sommes des roses, ont dit les roses. Ah, a dit le petit prince. Et il s'est senti très malheureux. Sa fleur lui avait dit qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Or, voici qu'il y en avait 5000, toutes pareilles, dans un seul jardin. Si elle voyait ça, s'est-il dit, elle serait très vexée. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour me faire honte. Et je serais obligé de faire semblant de la soigner, car sans ça, elle me laisserait vraiment mourir. Puis il a continué sa réflexion. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et l'un d'eux est peut-être éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un grand prince. Et il s'est couché dans l'herbe, et il a pleuré. C'est là qu'il a vu apparaître le renard. Bonjour, a dit le renard. Bonjour, a répondu poliment le petit prince en se retournant. Il n'a rien vu. Je suis là, a dit la voix. Sous le pommier. Qui es-tu? A dit le petit prince. Tu es très jolie. Je suis un renard, a dit le renard. Viens jouer avec moi, lui a proposé le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, a dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, a dit le petit prince. Mais après avoir réfléchi, il a ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprivoisé. Tu n'es pas d'ici, a dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, a dit le petit prince. Qu'est-ce que ça veut dire,
Apprivoiser. Les hommes, a dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent, sentent. C'est gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules. Non, a dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, a dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Oui, a dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout pareil à 100 000 autres petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard tout pareil à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, a dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, a dit le renard. On voit de tout sur la terre. Oh, a dit le petit prince. Ce n'est pas sur la terre. Le renard a eu l'air très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là. Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules. Non. Rien n'est parfait, a soupiré le renard. Mais il est revenu à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera illuminée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi ne sert à rien. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et c'est triste. Mais tu as des cheveux de la couleur de l'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me rappellera de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard s'est tu et a regardé longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, a répondu le petit prince. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et des tas de choses à connaître. On ne connaît que les choses qu'on apprivoise, a dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? A dit le petit prince. Il faut être très patient, a répondu le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Les mots sont source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, le petit prince est revenu. Il aurait mieux valu que tu reviennes à la même heure, et, a dit le renard, si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai à être heureux. Plus l'heure approchera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure habiller mon cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce que c'est qu'un rite? A dit le petit prince. C'est aussi une chose trop oubliée, a dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Par exemple, chez les chasseurs, il y a un rite. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je peux aller me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, tous les jours se ressembleraient, et je n'aurais pas de vacances. C'est ainsi que le petit prince a apprivoisé le renard. Quand l'heure du départ a approché, le renard a dit « Ah, je vais pleurer, c'est ta faute,
a dit le petit prince. Je ne te voulais aucun mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, a dit le renard. Mais tu vas pleurer, a dit le petit prince. Bien sûr, a dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, a dit le renard. À cause de la couleur du blé, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Reviens me dire adieu, et je te ferai un cadeau secret. Le petit prince est allé revoir les roses. « Et vous n'êtes pas du tout comme ma rose, leur a-t-il dit. Vous n'êtes encore rien. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Il n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et maintenant il est unique au monde. » Les roses ont été très gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, a-t-il poursuivi. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, un passant ordinaire pourrait croire que ma rose ressemble à vous. Mais elle seule est plus importante que vous toutes, parce que c'est elle que j'ai arrosée. Parce que c'est elle que j'ai mise sous globe. Parce que c'est elle que j'ai protégée par le paravent. Parce que c'est elle dont j'ai tué les chenilles. Parce que c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou se taire. Parce que c'est ma rose. Et il est retourné vers le renard. « Adieu, a-t-il dit. « Adieu, a dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, a répété le petit prince, pour ne pas oublier. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, a répété le petit prince pour se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, a dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, a répété le petit prince, pour ne pas oublier. Bonjour, a dit le petit prince. Bonjour, a répondu l'aiguilleur. Que fais-tu là, a demandé le petit prince. Je trie les voyageurs, par mille, a dit l'aiguilleur. J'envoie les fois les trains, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et un train lumineux a passé en faisant un bruit de tonnerre. Ils sont bien pressés, a dit le petit prince. Que cherchent-ils? Le mécanicien lui-même n'en sait rien, a dit l'aiguilleur. Et un deuxième train lumineux est passé en sens inverse. Ils reviennent déjà, a demandé le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes gens, a dit l'aiguilleur. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. Personne n'est jamais content là où il est, a dit l'aiguilleur. Et le bruit d'un troisième train lumineux a passé en sens inverse. Ils poursuivent les premiers, a demandé le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, a dit l'aiguilleur. Ils dorment ou ils bâillent. Il n'y a que les enfants qui collent leur nez contre les carreaux. Seuls les enfants savent ce qu'ils cherchent, a dit le petit prince. Ils perdent leur temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante pour eux, et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, a dit l'aiguilleur. Bonjour, a dit le petit prince. Bonjour, a dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la faim pour la soif. On en avalait une par semaine et on n'avait plus besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ça ?» a demandé le petit prince. « C'est une grande économie de temps, » a dit le marchand. « Les experts ont calculé. On gagne 53 minutes par semaine. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 53 minutes? On fait ce qu'on veut. Moi, a pensé le petit prince,
Si j'avais 53 minutes acquises à perdre, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Nous en étions au 8e jour après ma panne dans le désert, et je buvais la dernière goutte de ma réserve d'eau en écoutant l'histoire du marchand. Tes souvenirs sont bien jolis, ai-je dit en hausse au petit prince. Mais je n'ai toujours pas réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, de marcher doucement vers une fontaine. Mon ami, le renard, a-t-il commencé. Mon petit bonhomme, ce n'est plus le moment de parler du renard. Pourquoi? Parce que nous allons mourir de soif. Il n'a pas compris ma logique et m'a répondu « C'est une bonne chose d'avoir eu un ami, même si on va mourir. Je suis bien content d'avoir eu un ami renard. » Il ne se rend pas compte du danger, me suis-je dit. Il n'a jamais faim, il n'a jamais soif. Un peu de soleil lui suffit. Il m'a regardé et a lu mes pensées. J'ai soif, moi aussi. Allons chercher un puits. J'ai eu un geste de désespoir. C'était absurde de chercher un puits au milieu de l'immense désert. Nous nous sommes mis en route. Nous avons marché des heures, en silence. La nuit est tombée, les étoiles se sont mises à briller. J'avais un peu de fièvre à cause de la soif, et je les voyais comme dans un rêve. Les paroles du petit prince me tournaient dans la tête. « Tu as soif, toi aussi ?» lui ai-je demandé. Il n'a pas répondu à ma question. Il a dit simplement « L'eau peut aussi faire du bien au cœur. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais je n'ai rien dit. Je savais qu'il ne fallait pas le questionner. Il était fatigué. Il s'est assis. Je me suis assis à côté de lui. Après un moment de silence, il a dit « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. » C'est vrai, ai-je dit, et j'ai regardé les dunes de sable sous le clair de lune. Le désert et ses baies, a-t-il ajouté. C'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui rayonne dans ce silence. Ce qui embellit le désert, a dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. J'ai été surpris de comprendre soudain cette lumière mystérieuse qui rayonnait dans le sable. Quand j'étais petit, je vivais dans une vieille maison, et on disait qu'il y avait un trésor caché dedans. Bien sûr, personne ne l'a jamais trouvé, mais cela donnait un charme à toute la maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, ai-je dit au petit prince, que ce soit la maison, les étoiles ou le désert, ce qui les rend beaux, c'est ce qui est invisible. Et je suis content que tu sois d'accord avec mon renard, a dit le petit prince. Comme le petit prince s'était endormi, je l'ai pris dans mes bras et j'ai continué à marcher. J'étais ému. J'avais l'impression de porter un trésor fragile. Il me semblait que rien n'était plus fragile sur la terre. Je regardais ce front pâle, ses yeux fermés, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, « Ce que je vois n'est qu'une écorce. L'essentiel est invisible. » Comme il dormait, je me disais que ce qui m'émouvait chez ce petit prince, c'était sa fidélité à une fleur qui brillait en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dormait. Et je me suis dit qu'il était encore plus fragile. Il faut protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. C'est ainsi que j'ai marché, et au lever du jour, j'ai trouvé le puits. Les hommes, a dit le petit prince, voyagent en express, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils s'agitent et tournent en rond. Puis il a ajouté « Ça ne vaut pas la peine. » Le puits que nous avions trouvé ne ressemblait pas au puits du désert. Les puits du désert sont de simples trous dans le sable. Celui-ci ressemblait à un puits de village. Il n'y avait pas de village pourtant, et j'avais l'impression de rêver. C'est étrange, ai-je dit au petit prince. Tout est là, la poulie, le seau, la corde.
Il a ri, a tiré sur la corde et a fait grincer la poulie. Elle a grincé comme une vieille girouette qui n'aurait pas tourné depuis longtemps. « Tu entends ?» a dit le petit prince. « Nous avons réveillé le puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fasse l'effort. »« Laisse-moi faire, » ai-je dit. « C'est trop lourd pour toi. » J'ai soulevé le seau lentement et je l'ai posé solidement sur la margelle. J'entendais toujours le chant de la poulie et je voyais le soleil trembler sur la surface de l'eau. « J'ai soif de cette eau, » a dit le petit prince. « Donne-moi à boire. » J'ai soulevé le seau jusqu'à ses lèvres. Il a bu, les yeux fermés. C'était bon. C'était plus qu'une boisson. C'était la douceur de notre marche sous les étoiles, le chant de la poulie, l'effort de mes bras. C'était un cadeau pour le cœur. Quand j'étais petit, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires, tout ça rendait plus beau le cadeau de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » a dit le petit prince, « ils cultivent 5000 roses dans un seul jardin. Et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient. »« Ils ne le trouvent pas, » ai-je répondu. « Et pourtant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose, ou dans une seule goutte d'eau. »« Oui, » ai-je dit. « Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. » J'avais bu. Je pouvais à nouveau respirer. Le sable, au lever du jour, a pris une couleur de miel. Cette couleur de miel me rendait heureux. Pourquoi étais-je si triste, alors ? « Tu dois tenir ta promesse, » a dit le petit prince, qui s'était de nouveau assis à côté de moi. « Quelle promesse ? » « Tu sais, la muselière pour mon mouton, je suis responsable de ma fleur. » J'ai sorti mes carnets de croquis. Le petit prince les a regardés et a ri. « Tes baobabs ressemblent à des choux. » J'étais fier de mes baobabs. Et les oreilles de ton renard. Elles sont trop longues. Et il a ri encore. « Tu es injuste, mon petit bonhomme, » ai-je dit. « Je ne sais dessiner que les bois ouverts et les bois fermés. »« Ça ne fait rien, » a dit le petit prince. « Les enfants comprennent. » J'ai dessiné une muselière. En la lui donnant, j'ai eu le cœur serré. Il y avait des plans que je ne savais pas. « Tu sais, » m'a-t-il dit, « demain, ce sera l'anniversaire de mon arrivée sur la terre. » Après un silence, il a ajouté « Je suis tombé juste à côté. » Son visage s'est un peu rougi. Je ne savais pas pourquoi. Une étrange tristesse m'a envahi. J'ai posé une question. « Ce n'est donc pas un hasard si tu te promenais tout seul ce matin-là, il y a 8 jours, à des centaines de kilomètres de toute habitation. Tu revenais à l'endroit où tu as atterri ?» Le petit prince a rougi à nouveau. Et j'ai ajouté, hésitant. « C'était pour l'anniversaire ?» Le petit prince a rougi encore. Il ne répondait jamais aux questions. Mais rougir, c'est un aveu, non ? J'ai dit, avec un peu de peur. « Tu as peur ?» Il a répondu. « Cette nuit, tu travailles Rouhara. Moi, je serai ici. Reviens demain soir. » Mais je ne me sentais pas rassuré. Je me suis souvenu du renard. On s'expose à pleurer un peu quand on s'est laissé apprivoiser. Près du puits, il y avait un vieux mur de pierre. Quand je suis revenu le soir, j'ai vu mon petit prince assis dessus, les jambes pendantes. Je l'ai entendu dire « Alors, tu ne te rappelles pas ? Ce n'est pas ici. » Il a dû y avoir une réponse, car il a ajouté « Oui, oui, c'est bien ce jour-là, mais pas ici. » J'ai continué à marcher vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais personne. Mais le petit prince a répondu à nouveau « Oui, c'est ça. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu m'attendras là. Je serai là cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur,
et je ne voyais toujours rien. Après un silence, le petit prince a dit « Tu es sûr que le poison est aussi bon? Tu es sûr que je ne souffrirai pas longtemps ?» J'ai eu le cœur qui battait fort. Je me suis arrêté. Je ne comprenais toujours pas. « Va-t'en maintenant, » a dit le petit prince. « Je veux descendre. » Alors, j'ai regardé le pied du mur et j'ai bondi. Un serpent jaune, de ceux qui tuent en 30 secondes, se dressait devant le petit prince. J'ai couru vers lui et j'ai cherché mon revolver. Mais au bruit de mes pas, le serpent s'est glissé dans le sable avec un bruit de métal léger et a disparu entre les pierres. Je suis arrivé au mur juste à temps pour prendre dans mes bras mon petit ami, blanc comme la neige. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je dit. « Tu parles avec des serpents. Maintenant, j'ai vu la ceinture dorée qui ne le quittait jamais. J'ai mouillé ses tempes et je lui ai fait boire de l'eau. Je n'osais plus lui poser de questions. Il m'a regardé gravement et m'a serré dans ses bras. J'ai entendu son cœur battre comme celui d'un oiseau qui meurt. « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ton avion, » m'a-t-il dit. « Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » Comment le sais-tu? J'étais justement venu pour lui annoncer que j'avais réussi l'impossible. Il n'a pas répondu. Il a dit « Moi aussi, je rentre chez moi aujourd'hui. » Puis il a ajouté, tristement, « C'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus difficile. » Je sentais que quelque chose d'extraordinaire se passait. Je le tenais comme un petit enfant, et il me semblait qu'il s'enfonçait vers un abîme. Je ne pouvais rien faire pour le retenir. Son regard était perdu au loin. « J'ai ton mouton, j'ai la caisse, j'ai la muselière. » Il a souri avec une petite tristesse. « Tu as peur, mon petit bonhomme ?» Il a souri plus fort. Ce soir, j'aurais encore plus peur, et j'ai senti que je ne pouvais pas supporter l'idée de ne plus jamais entendre son rire. Son rire était pour moi, dans le désert, une source d'eau fraîche. « Mon petit bonhomme, je veux encore entendre ton rire. » Il a dit « Ce soir, cela fait 1 an. Mon étoile se retrouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'an dernier. Dis-moi que cette histoire de serpent, cette histoire de rendez-vous, cette histoire d'étoile, c'est juste un mauvais rêve. » Il n'a pas répondu. Il a dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est vrai, ai-je dit. Comme la fleur. Si tu aimes une fleur sur une étoile, c'est agréable de regarder le ciel la nuit. Toutes les étoiles sont fleuries. C'est vrai, a-t-il dit, comme l'eau. L'eau que tu m'as donnée, c'était comme de la musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? C'était si doux. C'est vrai, ai-je dit. Tu regarderas les étoiles la nuit. Chez moi, c'est si petit, je ne peux pas te montrer où c'est. Mais c'est mieux ainsi. Mon étoile sera pour toi n'importe quelle étoile. Alors tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et je te ferai un cadeau. Oh, et il a ri. Oh, mon petit bonhomme, j'aime tellement ton rire. C'est ça, mon cadeau. Ce sera comme l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde a des étoiles qui ne se ressemblent pas. Pour les voyageurs, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont que de petites lumières. Pour les savants, ce sont des problèmes. Pour mon homme d'affaires, c'était de l'or. Mais pour toi, elles seront comme des grelots. Il a ri à nouveau. Quand tu regarderas le ciel la nuit, comme je serai sur l'une d'elles, comme je rirai sur l'une d'elles, ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient. Tu auras des étoiles qui savent rire, et si savent rire. Et il a ri encore. Quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Tu voudras rire avec moi. Tu ouvriras ta fenêtre et tes amis te verront rire en regardant le ciel. Ils te croiront fou. Je t'aurai joué un drôle de tour.
et il a ri encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, une multitude de petites grelots qui savent rire. Puis il est redevenu sérieux. Ce soir, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. Tu auras l'impression que je souffre. Tu auras l'impression que je meurs. Ce sera comme ça. Ne viens pas, ce n'est pas nécessaire. Je ne te quitterai pas. Il a semblé s'inquiéter. Je dis ça à cause du serpent. Il ne doit pas te mordre. Les serpents, c'est méchant. Ils mordent pour rien. Je ne te quitterai pas. Il a semblé rassuré. C'est vrai. Il n'a pas de poison pour une deuxième morsure. Cette nuit-là, je ne l'ai pas vu partir. Il a glissé, silencieusement. Quand je suis arrivé au mur, il marchait d'un pas rapide. Il m'a dit « Tu es là ?» Il m'a pris la main, il était encore inquiet. J'ai eu tort, tu auras de la peine. Tu auras l'air de mourir, mais ce ne sera pas vrai. J'ai gardé le silence. Tu comprends? C'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps. Il est trop lourd. J'ai gardé le silence. Ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Il n'y a pas de quoi être triste pour une vieille écorce. J'ai gardé le silence. Il a été un peu découragé. Mais il a fait un dernier effort. Ce sera bien, tu sais. Je regarderai les étoiles. Elles seront pour moi comme des puits avec des poulies rouillées. Toutes les étoiles me donneront de l'eau. J'ai gardé le silence. Tu auras 50 millions de grelots. J'aurai 50 millions de puits. Il s'est tu aussi, car il pleurait. C'est ici. Laisse-moi y aller seul. Il s'est assis sur le sable. Tu sais, ma fleuille, je suis responsable. Elle est si faible, et elle n'a que 4 épines inutiles pour se défendre contre le monde. Je me suis assis aussi, car je n'arrivais plus à me tenir debout. Il a dit « Voilà, c'est tout ». Il a hésité un instant, puis s'est levé. Il a fait un pas. Je n'ai pas bougé. Une lumière jaune a brillé près de sa cheville. Il est resté immobile un instant. Il n'a pas crié. Il est tombé doucement, comme un arbre, à sans faire de bruit, sur le sable. Ça fait 6 ans que ça s'est passé. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Les amis qui m'ont retrouvé vivant ont été très heureux. J'étais triste, mais je leur ai dit que c'était de la fatigue. Maintenant, je me sens un peu mieux. Je sais qu'il est retourné sur sa planète, car je n'ai pas retrouvé son corps au lever du jour. Ce n'était pas un corps très lourd. J'aime écouter les étoiles la nuit. J'ai l'impression d'entendre 50 millions de grelots. Mais j'ai commis une erreur imprévisible. J'ai oublié de dessiner la courroie de cuir pour la muselière de son mouton. Alors il n'a pas pu l'attacher. Je me dis parfois, que s'est-il passé sur sa planète? Le mouton a peut-être mangé la fleur. Je me dis parfois, non, sûrement pas. Le petit prince met toujours la fleur sous son globe la nuit et il surveille son mouton. Alors, je suis heureux. Et toutes les étoiles sourient doucement. Mais parfois je me dis, un jour, on peut être distrait, on peut oublier le globe une nuit et le mouton peut s'échapper en silence. Alors tous les grelots se transforment en tarmes et en larmes. C'est un grand mystère, pour vous qui aimez le petit prince, comme pour moi. Et si on se demande si le mouton, quelque part, a mangé la fleur, tout change. Tout devient différent. Et aucune grande personne ne comprendra jamais à quel point c'est important. C'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même que sur la page précédente, mais je l'ai dessiné encore une fois pour que vous ne l'oubliez jamais. C'est ici que le petit prince est apparu sur la terre, et c'est ici qu'il a disparu. Regardez bien ce paysage, pour être sûr de le reconnaître, si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Si vous passez par là, je vous en prie,
Ne soyez pas pressés, attendez un peu, juste sous l'étoile. Et si un enfant vient vers vous, s'il a les cheveux d'or, s'il rit, s'il ne répond pas à vos questions, vous saurez qui il est. Alors faites-moi plaisir. Ne me laissez pas si triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.